Rebel Moon est un film tellement concentré sur le vol d'autres histoires. Il oublie de faire preuve de créativité et d'être autre chose. Une pâle copie de mieux. Film réalisé avant. Prends cette scène depuis le début, où le protagoniste regarde avec envie une géante gazeuse. Même si vous n'avez jamais vu Rebel Moon auparavant, vous pouvez voir tout de suite que c'est tiré de Star Wars. Oui, c'est visuellement frappant et oui, la musique gonfle comme pour sous-tendre l'incroyable. Les émotions, le ressenti du public. Seulement ça tombe à plat. Et que la musique dramatique apparaît davantage comme mélodramatique. Parce qu'il essaie de renforcer un sentiment qui simplement n'est-ce pas là la raison pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que cela est tiré d'un nouvel espoir, sans que les créateurs ne le demandent au préalable. Pourquoi cela a-t-il si bien fonctionné dans un nouvel espoir? Et plus important encore, pourquoi doit-il être dans mon histoire? La réponse à la première est simple. Cette scène originale fonctionne si bien pour Luke. Parce que cela montre ses sentiments contradictoires. Il aspire à l'aventure pour voir cette galaxie passionnante. Mais ce moment est aigri en se souvenant que il ne peut pas suivre ses rêves parce qu'il est trop lié aux responsabilités à la maison. C'est tellement universel. Le sentiment que Lucas exploite ici. D'avoir ses rêves écrasés par la réalité de la vie. Quelque chose, chacun d'entre nous a ressenti à un moment donné. Et c'est capturé de manière si créative. C'était destiné à devenir emblématique. Mais Snyder comme s'il cochait un liste de contrôle des choses dans Star Wars. Avec les droïdes. Et les blasters et les chasseurs de primes. Et les lapilos suffisants trouvent le protagoniste autour de moi, alors. Et commencer dans une ferme. Et les méchants étant fortement inspirés par certaines factions de l'Europe des années 1940. Snyder a effectivement pensé. Eh bien, si ça fonctionnait dans Star Wars, ça fonctionnera dans mon histoire. Donc nous appuyons sur CTRL-C puis CTRL-V. Il s'avère que oui, ce n'est pas comme ça que l'art fonctionne. Il est intéressant de noter que les créateurs ne le sont pas. Cachés des choses ici, ils ont fièrement annoncé leurs influences pour ce film. Kurt Johnstad et Zack Snyder disent respectivement leurs deux films préférés sont Seven Samurai et Star Wars. Et donc ils ont canalisé cette énergie en collaborant sur ce film. Donc ce que nous avons effectivement obtenu, c'est un film avec le premier. La moitié ressemble beaucoup à Un Nouvel Espoir, avec la ferme du protagoniste, et les droïdes et Mos Eisley. Et la seconde moitié est très similaire à Seven Samurai. Il s'agit d'eux qui recrutent un chiffon étiqueté, équipe pour défendre le village qui est sur le point d'être attaqué. Les rebelles monstres sont clairement les plus volés de ces points d'intrigue provenant d'autres œuvres. C'est pour ça que le film échoue. Bien. Non parce que dans l'ordre. Pour comprendre à quel point ce sujet est délicat, nous devons comprendre le film de 1958 La Forteresse Cachée. Parce que dans celui-ci, nous commençons suivre deux modestes paysans fuyant la guerre. Et ils sont sans fin se chamailler de cette façon pathétique et comique. Mais ensuite ils sont capturés pour ensuite être réunis. Ils vont à la rencontre d'un fugitif, un vieux général et une princesse qu'ils escortent à travers une terre hostile. Est-ce que cette histoire vous semble familière? Cela devrait, parce que c'est un nouvel espoir. Des droïdes qui se chamaillent au lieu de paysans qui se chamaillent. Un maître Jedi fugitif au lieu d'un général fugitif. Et encore une fois, il y a une vraie princesse qui a besoin d'être sauvée. Dans les deux il y a bien d'autres parallèles. Entre La Forteresse Cachée et Un Nouvel Espoir. Ils utilisent largement la transition d'effacement d'écran. Dans La Forteresse Cachée, leur mission est de faire passer de l'or caché dans le bois de chauffage. Tandis que dans Un Nouvel Espoir, leur mission est de faire passer clandestinement les plans de l'étoile de la mort. Caché dans R2. À la fin, la princesse récompense nos deux paysans avec une pièce d'or. Tandis que dans Un Nouvel Espoir, la princesse distribue à la place une médaille d'or. Cela soulève un point intéressant. Parce que comment se fait-il que Lucas puisse en soulever autant des éléments de The Hidden Fortress comme il l'aime? Et il obtient rien que des éloges pour ça. Tandis que Snyder fait exactement la même chose. Star Wars et tout le monde l'appelle dérivé. C'est une question vraiment intéressante. Et n'oublions pas, Snyder voulait que ce film soit dans le canon de Star Wars. Disney a dit non, alors nous en avons fait Rebel Moon. Tandis que Lucas à l'époque, je voulais faire un film sur Flash Gordon. On lui a dit non alors j'ai transformé cette histoire en Un Nouvel Espoir.
Il y en a plusieurs. Ces deux projets ont un point commun. Et dans tout Star Wars, il y a d'innombrables hommages aux classiques. Ceux-ci se présentent souvent sous la forme d'effets spéciaux, mais ils se présentent aussi sous d'autres formes. L'équipe d'ouverture. Eh bien, cela a été tiré de Flash Gordon 1936. Le casque de Dark Vador. Eh bien, tout ce que tu as à faire c'est de regarder un casque de samouraï. Et c'est joli. Claire, d'où vient ce design? La scène où Luke revient pour découvrir les meurtres de sa tante et de son oncle. Eh bien, c'était un intrigue tiré du film The Searchers de 1956. Et on est loin d'en avoir fini comme Cloud City. Eh bien, c'est encore Sky City de Flash Gordon. Mais je dirais que sur cette multitude d'inspirations V. Débat sur le plagiat. La partie la plus douteuse de tout Star Wars. Le point culminant d'un nouvel espoir et pourquoi je dis cela bien. Regardez d'embusté. Et puis regarde un nouvel espoir et tu verras. Lucas n'a pas seulement volé ce point culminant battement pour battement. Il vole aussi ses dialogues. La mère à ce moment-là. Je pense que tu devrais pouvoir le voir maintenant. Aux côtés de ton chef. Aux côtés de ton chef. Aux côtés de votre leader, aux côtés de votre leader. Ton chef regarde la taille de cette chose. Mon Dieu, c'est gros, n'est-ce pas? Je vais couper les accès. Essaie d'attirer leur feu. Je survolerai tes dégâts. Fais ta course et essaie de retirer le drapeau de toi. Combien d'armes pensez-vous que les 5? Disons environ 20 armes. Certains en surface, certains sur les tours. Combien d'armes pensez-vous qu'il y a Trevor? Je dis ça à propos de 10 armes. Certains sur le terrain et d'autres dans le temps. Il y a plein d'autres exemples ici. La liste des choses dont Lucas a pris est franchement stupéfiant. Et tu sais, il y a un modèle qui émerge ici. Parce que Snyder a pris des centaines d'éléments issus de seulement quelques histoires. Tandis que Lucas Cherry sélectionnait des centaines d'éléments de des centaines d'histoires comme. Ses inspirations sont bien plus dispersées. Et même si je ne pense pas que ce soit comme résoudre tout le problème, ça brille une lumière sur un aspect du débat sur l'inspiration des versets sur le plagiat. Un professeur d'anglais m'a dit un jour que si l'on copie d'un source bien c'est du plagiat. Mais si vous copiez à partir de 10 sources, eh bien, cela s'appelle simplement de la recherche. Et la façon dont j'aime l'imaginer est. Chaque œuvre d'art est comme un mur de briques. Vous avez des centaines d'éléments en briques qui composent le mur. Voici l'intrigue qui bat les arcs des personnages. Choix d'édition. Toutes les bonnes choses qui entrent. Maintenant, si vous regardez Star Wars et pensez, oh j'aime vraiment l'idée de Mos Eisley. Cette ville frontière du CD remplie de crimes. Ce serait une brique dans les plus grands murs donc. N'hésitez pas à le copier et à le coller dans votre histoire. Fais ça mais tout à fait bien. Mais quand tu dis oh, j'aime vraiment l'idée de Mos Eisley. Et que le protagoniste s'y rend pour recruter quelqu'un pour leur mission. Et cette personne est un criminel de contrebande. C'est exactement ce que fait Rebel Moon. Tu as pris 3 éléments connectés et les ai copiés sans toute modification. Faire un grand pas de plus vers le plagiat. C'est discutable si vous en êtes un à ce stade. Je m'attends à beaucoup d'arguments à propos de celui-ci dans la section commentaires. Mais sur le dégradé trouble de tout cela, tu es maintenant plus loin du point d'inspiration. Et plus près du sujet. Du plagiat. Et si tu allais encore plus loin? Si nous avions alors ça. Le pilote soit confronté à un chasseur de primes qui cherche à récupérer les Odetios, puis il lui tire dessus à travers la table. Ajoutez 2 briques supplémentaires à ce morceau de laine volée. Tu as pris une telle avance vers le fait d'être un plagiaire qui. La plupart des gens seraient d'accord que tu en es un. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'éléments de près que vous copiez. Ce qui est bien plus important, c'est les liens entre ces éléments. C'est là que réside le problème. Quand tu le fais bouillir. La créativité, ce n'est pas avoir des idées. Surgir de nulle part. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. La créativité consiste davantage à établir des liens entre des idées déjà existantes que personne n'a jamais faites. Avant c'est quoi? Une pensée créative et si tu me demandes au moins. Donc lorsque vous copiez les connexions entre les éléments de une autre œuvre d'art, c'est toi qui voles la créativité de quelqu'un d'autre. Dans sa forme la plus pure. Donc si vous ne copiez que des éléments empruntés à d'autres œuvres, toutes les connexions créatives au sein de votre histoire sont le résultat de votre créativité et non de celle de quelqu'un d'autre. Pour être honnête, alors qu'il y a beaucoup de viande à mâcher avec ce point, je pense qu'il s'agit d'une analyse superficielle du problème.
Parce que vous pouvez copier presque toute la pièce d'un autre artiste parfois et cela peut fonctionne à merveille. Les films sont une chose, et ça brisera brutalement Rebelle. La lune dans une seconde. Ne t'inquiète pas, mais la portée de ce problème va bien au-delà de la narration. Alors regardons de plus près le monde de la musique. Parce que je ne peux m'empêcher de penser à Johnny Cash blessé. Ce n'était pas une chanson originale. C'est en fait une reprise de celui de Beat It de Trent Reznor. C'est une chanson sur la douleur, dépression et regret. Le son. Ce sera un peu plus risqué pour éviter la grève des droits d'auteur. Mais les paroles sont identiques entre les deux versions. Cependant, quand Trent Reznor l'a fait, c'était un jeune homme, où la célébrité et la drogue gâchaient sa vie. Il a canalisé cette énergie dans la chanson. Alors quand il chante, c'est pour capturer à quel point ces relations sont creuses. Les gens sont seulement ses amis en raison des bienfaits qu'ils leur apportent, mais quand Johnny Cash le pense, tout le monde que je connais s'en va dans l'année. Ces mêmes mots sont imprégnés de nouveau. Ce qui veut dire que c'est un vieil homme, où tous ses amis et sa famille sont morts devant lui et il ne peut qu'attendre son dur. Mais ces mots de Reznor ne sont pas les mêmes. Ils ont une signification différente. Sortant un géant pour attraper sa bouche. Quand tu as 20 ans, tu parles de regret. C'est déchirant. Mais c'est déchirant d'une manière différente. Parce que tu as toute ta vie pour le découvrir. Quand tu repenses à ta vie. À la fin de ta vie avec regret. C'est brutal. C'est brutal. Oui, le monde de la musique est différent. Kawasamo est culturellement accepté. Ce sont des magasins de pommes, etc. Mais il y a encore une leçon précieuse à trouver ici. Parce que voler en tant qu'artiste et le faire si bien est plus que simplement restreindre la quantité de les trucs que tu copies. Tu peux copier la plupart d'une autre œuvre d'art tout en créant quelque chose de beau. Parfois plus mobile que la pièce originale à partir de laquelle vous avez copié. Mais si tu veux faire ça, tu dois donner un nouveau souffle. Tourner autour de ce qui vous a inspiré. Tu ne peux pas copier quelque chose, comme c'est le cas d'une autre œuvre. Alors mets ça dans ton histoire. Non seulement parce que c'est un peu contraire à l'éthique, mais aussi parce que ça va probablement se mélanger terriblement avec le reste de ton histoire. Comme un bon exemple Rebel Moon. Clairement Star Wars 7 Samouraïs n'étaient pas les seules inspirations pour ce film parce que Snyder a vu un autre film et je voulais aussi ajouter celui-là. Je me demande si vous pouvez deviner lequel il s'agit. L'un des personnages qu'il recrute est une zone qui a une architecture romaine. Cet homme était autrefois général mais il est maintenant un gladiateur. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont toujours pas reçu, remarquez le fait qu'il est joué par Jima Nunzu. Ce n'était pas suffisant pour voler le personnage. Snyder a également dû voler le casting de ce film. Mais je comprends parce que Gladiator est cool. Et Dieu sait ce que ça fait de voir quelque chose dur à cuire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors tu commences à réfléchir. Bon sang, c'est cool. Je dois voler ça et le mettre dans mon histoire. Seulement c'est une impulsion que tu dois retenir fermement. Laisse. Ce type est spécifiquement un gladiateur. N'ajoute rien à l'ensemble. Le récit ou même le personnage du gars. Je dirais. Si on peut dire qu'il a du caractère. Nous avons également eu une esthétique Star Wars et Warhammer jusqu'à présent. Donc avoir quelque chose qui ne soit pas seulement inspiré de la Rome antique, mais ayant l'exact même style architectural de la Rome antique. Ça semble inattendu. Alors pourquoi est-ce ici? Clairement parce que Snyder a trouvé ça cool. Et pour non raison. Mais que si Snyder voulait raconter un film sur un espace gladiateur, ça aurait pu être une histoire vraiment amusante. Mais seulement s'il parvenait à se libérer de l'ombre du film qu'il a inspiré. Pour mettre en lumière le plus moyen utile de percevoir ce problème. Beaucoup de créateurs ont exprimé ce sentiment au fil des années. Je veux dire, Picasso avait un dicton, il disait « Copie de bons artistes, les grands artistes volent ». Il s'avère maintenant que Picasso n'était pas le premier à dire ça. Avant lui, T.S. Eliot l'a dit. Mais tiens ton cheval car ce n'était pas le gars d'origine. Parce que T.S. Eliot a volé la citation d'un gars appelé Daven Paul Adams,
qui d'après ce que je peux dire, est la source originale de la citation. C'est intéressant, tous ces artistes gardent, se voler cette citation. Ironique. Mais ça montra la clé pour comprendre tout le fiasco de Rebel Moon. Je pense que la meilleure distillation vient de T.S. Eliot. Et il a écrit dans Les Bois Sacrés. Les poètes immatures imitent. Les poètes matures volent. Les mauvais poètes doivent faire face à ce qu'ils prennent. Et les bons poètes en font quelque chose d'amer. Ou du moins quelque chose de différent. Le bon poète saute comme du vol. Dans un ensemble de sentiments qui est unique. Complètement différent de celui qui a été déchiré. Le mauvais poète le jette dans quelque chose qui n'a pas. Cohésion. C'est une belle citation. Parce qu'il décrit le problème de manière si succincte. C'est pourquoi, malgré les deux emprunts massifs, Un Nouvel Espoir est une pièce maîtresse. Et Rebel Moon est un film pour presque nous tous. J'oublierai dans quelques années. C'est parce que quand Lucas a fait dans New Hope, il avait une vision distincte de ce dont il s'agirait. Mon inspiration originale à ce sujet. Le film était vraiment à utiliser des motifs mythologiques pour créer un tout nouveau type de mythe très actualisé et contemporain. Alors j'ai utilisé les céréales du samedi matin comme mon vaisseau pour mettre ça. Baril de motifs mythologiques ensemble. Il est bien connu que Lucas était un disciple de Joseph Campbell, l'érudit qui a proposé le monomythe. Regarde ici, ils sont dans la même pièce avec. Lucas prononce un discours sur la façon dont Campbell. C'était une telle inspiration pour lui. C'est parce qu'il est tombé sur le héros d'un 1000 visages. Ça juste ici. Et il analyse les tendances au sein des mythes de partout dans le monde. C'est une lecture un peu sèche. Mais il y a beaucoup d'or à raconter ici. Sur la façon de créer des histoires comme des mythes. Et cela a profondément influencé Lucas. Il est possible que. Et je crois que je serai toujours roulé sur Star Wars aujourd'hui. Lucas a voulu raconter ce mythe moderne avec Flash Gordon. Et on lui a dit non. Alors il en a fait un Star Wars à la place. Il y avait un vrai vision derrière ce que Lucas voulait créer. Et cet objectif plus vaste lie tous ces éléments ensemble. Leur prêter un forte cohésion. Malgré le fait que beaucoup de ces choses sont directement volées. Comparez ça à Rebel Moon et la différence est la nuit. Et le jour. Tandis que Lucas avait l'intention de dire à un mythe moderne sous la forme d'un le voyage du héros. Snyder a clairement pensé et si je faisais cette samouraï. Mais il avait une esthétique Star Wars Warhammer. Et il est noté. Et c'était toute sa vision. C'était tout. Il ne s'agissait pas de prendre le 7e samouraï et de le réimaginer avec un nouvelle tournure amusante. Et l'idée qu'être très sombre et muet parce que Seven Samouraï est. C'est déjà une histoire assez sombre de toute façon. Et n'oublions pas non plus le labyrinthe de Netflix. Éditer tout le sexe et gore. Donc la lune rebelle a réellement moins gore que Seven Samurai. Ce qui signifie tout l'intérêt d'être. La note R est complètement muette. C'était littéralement pareil. Histoire juste avec un nouveau esthétique. Regarde la vie des bugs. C'est un film qui a fait les mêmes choses que Rebel Moon essaie de faire. Ne réussit que. C'est cette samouraï mais on rafraîchit la formule. Les supposés guerriers qu'il recrute pour défendre la ville. Sommes en fait un cirque ambulant qui pense. C'est un agent artistique. Et cela crée un grand mystère. Compréhensif comme quand ils vont au village. Ils pensent qu'ils peuvent simplement faire leur cirque habituel. Réel. Tout le monde pense que leurs guerriers sont là pour les sauver. Et cela change significativement l'histoire. Car comment vont réagir les personnages quand ils découvrent la vérité? Et comment vont-ils défendre la ville quand c'est courageux? Les guerriers se révèlent être des combattants incompétents. Ce n'est pas un changement monumental. Les influences sont encore claires. Mais ça devient créatif. Assez avec son concept pour justifier le sien. Existence. Parce que Rebel Moon manquait de cette vision unificatrice. On obtient une tonne d'éléments qui franchement. Je n'aurais pas dû dépasser le draft 1. Je retourne à T.S. Eliot. Quand il dit le mauvais poète ou artiste. Jeter des éléments volés dans quelque chose qui n'a pas. Une cohésion qui est Rebel Moon à un t-shirt. Le pire délinquant est au milieu. Ou pendant environ une demi-heure. Nous avons l'équipage qui recrute des combattants. Qui sera nécessaire pour protéger le village. Une grande partie du film. Seulement il n'arrive jamais réellement à le village comme dans une tentative de subvertir les choses. Le grand combat final a lieu. Ça se passe sur une station spatiale aléatoire. Ils font un arrêt au stand.
Maintenant, ils ont changé le point culminant donc au moins ce n'est pas le cas. Tu sais sur un terrain complètement identique à 7 samouraïs. Mais attends une seconde. Parce que tu as fait ce changement, cela signifie maintenant que ces personnages recrutés, ils ne viennent pas de faire rien dans le point culminant parce qu'ils n'ont pas de village à protéger. Ils apparaissent à peine devant la caméra. Le maître de l'épée est Max Mistes. Mademoiselle Miridius. Désolé, je me suis trompé là. Désolé et puis le général. Sont indiqués, tuant brièvement quelques crétins lorsque le combat éclate. Alors ils sont vite oubliés comme le montre la caméra. Exclusivement Korra et les rebelles. Pour le reste de tout le point culminant. Mais bon, tu sais qu'il pourrait être pire. Au moins, ils l'ont mieux que le gars torse nu. Qui n'apparaît pas du tout. En finale. Comme, non pas qu'il n'était pas là, regarde. Il est ici dans le plan d'action en chute libre où ils sont tous. Regardez l'horizon après un dur combat. Ils ne lui ont tout simplement pas montré ce qu'il faisait. N'importe quoi dans la finale parce que son personnage n'a rien à faire. Cela soulève une question évidente. Pourquoi ces personnages sont dans l'histoire? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement les supprimer? La réponse pour ce film est probablement parce que Seven Samurai a une section de recrutement similaire. Donc c'était copié sans réfléchir au préalable. Est-ce réellement nécessaire à l'histoire que nous racontons? Et franchement, si on révise cette histoire, il n'y a que deux façons de réparer. Soit tu as un point culminant où ces personnages sont bien plus pertinents. Par exemple en copiant le point culminant de cette samouraï qui, tu sais, certes, juste, rend le problème de copie encore pire. Ou vous déplacez le recrutement de ces personnages dans la suite, où ils seront apparemment beaucoup plus conséquences quand on manque d'une vision globale. Toi, il y aura des sections redondantes et sinueuses de votre histoire. Et ça tue le rythme comme rien d'autre. Je ne peux m'empêcher de penser au robot pacifiste. Le robot plutôt patafiste. L'idée d'un robot qui était autrefois une machine à tuer en masse, mais a grandi une conscience et est maintenant réticent à utiliser la violence et ce genre de choses. C'est une bonne idée. Le problème est que ce n'est pas un concept original. Le robot meurtrier d'Iris est une série de romans primés. Qui a cette idée? Un robot de combat développant une conscience en tant que protagoniste. Mais tu sais quoi, c'est bon, c'est le cas. Tant que Snyder explore cette idée à nouveau. Eh bien, de qui je plaisante? Bien sûr, il ne l'a pas fait. On le voit beaucoup pour la première 40 minutes du film. Le film nous taquine avec la façon dont ce personnage, ça pourrait être super intéressant plus tard. Seulement, il n'était pas ça parce qu'il n'est apparu à aucun moment. Après l'acte 1 du film. Jusqu'à juste avant le générique. Soit il aurait dû être massivement étoffé. Était un personnage secondaire majeur, aux côtés de Korra pendant tout le film. Ou il aurait dû être carrément supprimé. De grands compteurs font combattre chaque élément. Pour sa vie dans la salle de coupe. Et si ça ne rentre pas avec le reste des pièces? Peu importe à quel point c'est cool. Il est en train d'être supprimé. Tous les mêmes. Ce problème à lui seul est déjà assez grave. Mais je pense que c'est exacerbé par ce que je dirais être le plus gros défaut de Snyder en tant que cinéaste. Celui qui est apparent dans la plupart de ses films. Sa stratégie n'est pas de proposer des thèmes ou des arcs de personnages. C'est pour offrir des moments. Écrivain nerd en parlant de Batman v Superman. Il y a 7 ans a dit ce point. Très bien, beaucoup de gens parlent. À propos de Snyder en tant que grand styliste visuel. Bien sûr, c'est là que se concentre toute l'attention. Vers des moments de création. On dit que son personnage manque de motivation. Bien sûr qu'ils le font parce que toutes les motivations des personnages sont renversées. Examinez-le jusqu'à la propre motivation du film. Pour atteindre le moment suivant. Si je pouvais jamais donner un commentaire à Zack Snyder, ce serait qu'ils doivent arrêter de zigzaguer à partir de choses cool individuellement. Un superbe cliché par ici, un robot pacifiste par là. Parce qu'il a tendance à se concentrer là-dessus. Il oublie d'inculquer un progression fluide dans le récit. Et que ces éléments contribuent à quelque chose. Plus grand, c'est la plus grande faiblesse de son approche. Mais ce problème, lorsqu'il est combiné avec l'idée de copier éléments en gros provenant d'autres œuvres, cela signifie non seulement que l'histoire n'aura pas de thème, manquant d'arc de personnages convaincants et manquant d'un intrigue bien rythmée. Cela condamne l'histoire à être qualifiée de dérivée. Parce qu'il vole toutes ses idées. Mais à cause du désespoir du film de couvrir autant
Des choses cool possibles. Comme si l'œuvre souffrait d'une certaine forme de TDAH. Il ne peut pas rester concentré plus d'une minute. Donc nous passons rapidement à la prochaine chose brillante. À cause du style de Snyder. Ces éléments copiés n'ont jamais le temps de respirer. À explorer pour être plus que les influences dont ils sont issus. Mais je comprends, je le fais sincèrement parce qu'en écrivant de cette façon, ça a l'air plutôt amusant. Il n'y aura aucune difficulté si vous le faites. Comme tout le temps. Tu dois tuer tes chéris en tant qu'écrivain. Et ça craint au-delà de toute croyance quand tu le fais. Tu as ce personnage. C'est ton personnage préféré dans toute l'histoire. Ils sont tellement cool. Et tu dois les supprimer. Pour le plus grand bien de ton histoire. C'est nul quand tu fais ça. Mais quand tu écris une histoire comme Rebel Moon. Une histoire qui n'a pas thème ou quoi que ce soit pour lier le récit ensemble. Cela vous donne une licence gratuite pour. Ne supprime jamais aucune de tes idées sympas. Parce qu'en raison du manque de vision plus large. Ils sont tous, tout aussi précieux les uns que les autres pour l'histoire. Est-ce une recette pour de belles histoires? Catégoriquement non. Mais est-ce une façon amusante d'écrire? Oh absolument. À la fin de la journée, copier à partir d'autres artistes est très bien. Tant que tu respires du nouveau. La vie dans les choses que vous copiez. Et un excellent moyen d'y parvenir est d'avoir expérimenté des centaines de grands films. Tu peux en extraire des petits morceaux. Ne pas extraire des centaines de morceaux d'un ou deux films seulement. Comme si George Lucas le savait très bien. Et puis tu as les autres grands comme Tarantino. Et vous verrez que c'est aussi un grand passionné de cinéma. Il y a une corrélation ici. Plus vous regardez de films, meilleures sont vos histoires. À titre d'exemple récemment, j'ai regardé l'adaptation. Tout est dans le processus d'écriture. Où Nick Cage passe un moment impossible. Adapter un roman de fiction au cinéma. Seul le film que nous regardons est basé sur le scénario. Il écrit dans le film lui-même. Et ça devient très important et j'ai un peu aimé ça. C'est une perspective tellement créative. Sur la difficulté d'écrire une bonne histoire. Et vous pouvez le regarder dès maintenant sur Mubi. Royaume-Uni. Je continue à avoir Mubi pour sponsoriser ces vidéos. Parce que c'est le meilleur endroit. Là-bas pour les gens qui aiment le bien. Cinéma. Et ce n'est pas seulement un slogan marketing. C'est mon véritable avis. C'est sûr qu'ils ont plein de films populaires. Mais qu'est-ce qui les fait tenir debout? C'est que leurs conservateurs se concentrent beaucoup à trouver de bons films peu médiatisés. Ce dont je n'ai presque jamais entendu parler auparavant quand je les vois. Seulement pour ensuite les aimer en morceaux. Comme si l'adaptation était l'un de ces films. Mubi est un endroit fabuleux pour appliquer ce que j'ai dit dans cette vidéo. Un endroit pour absorber toutes sortes d'idées de scènes et de rythmes d'intrigue. Super film alors. Jetez ces petits morceaux d'inspiration dans votre histoire. Les rendant tellement plus riches pour ça. Si vous avez envie d'un bon film sur la lutte, de l'écriture elle-même, s'il te plaît, regarde celui-ci. Et si tu veux essayer tout ça, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur mon lien dans la description. Et tu auras un tout mois de Mubi. Gratuitement. Vous pouvez annuler l'essai à tout moment. Pas de problème mais je ne pense sincèrement pas que vous le ferez. Comme j'ai commencé à regarder un film un an. Il y a et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Cliquez à nouveau sur mon lien dans la description et offrez-vous de bons cinéma. Aujourd'hui. De toute façon, merci d'avoir regardé. Continuez à écrire et je vous verrai la prochaine fois. Plus on regarde de plus près.